chers amis. Quelques mots aujourd'hui sur un sujet cher à la pratique des notaires, au cœur de cette pratique d'ailleurs, mais finalement cher à la vie de tous les Français et au cœur de toutes les familles françaises. Le sujet de la donation-partage, mais pas sous n'importe quel angle. La donation-partage telle qu'elle a été récemment recadrée, remise dans les clous et pour tout dire stigmatisée par la Cour de cassation dans le fameux arrêt du 2 juillet dernier, 2 juillet 2025, qui est, parlons peu, parlons bien, quand même une bombe. Une bombe, pas un scoop, mais une bombe. Pourquoi pas un scoop et pourquoi une bombe ? C'est un arrêt qui s'inscrit dans la continuité de décisions précédentes qui ont été initiées il y a une bonne douzaine d'années maintenant, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de scoop, mais un arrêt qui vient combler un dernier trou et répondre par la négative à un dernier espoir. De quoi il s'agit ? Quels sont les enjeux ? C'est ce qu'on peut évoquer ensemble en quelques minutes. Et ça me semble spécifiquement stratégique puisque vous verrez qu'il s'agit de millions de situations en fait qui sont concernées. On parle ce qu'on a appelé les fausses ou les vraies fausses donations-partage, c'est-à-dire des opérations de donation-partage qui finalement ne portent en réalité qu'une partie du nom. Qu'on soit clair. Une donation-partage, qu'est-ce que c'est ? C'est, comme son nom l'indique, un acte, un contrat dans lequel on réalise simultanément deux opérations. Une donation, ce que j'appellerais la partie verticale, c'est-à-dire un transfert de la génération des parents vers la génération de leurs héritiers. Une donation des parents vers leurs enfants. Mais aussi la partie horizontale, c'est-à-dire au sein du même acte, le consentement simultané et multilatéral donné entre tous les enfants, qu'ils soient 2, qu'ils soient 3, qu'ils soient 12, tous les enfants qui sont autour de la table et qui signent cette donation-partage pour reconnaître que le lot qu'ils reçoivent dans cette opération est bien conforme à leurs droits dans la masse globale du cadeau qui est opéré par les parents et donc que chacun des lots est équivalent aux autres, que personne n'a plus ou moins, ou que si ces lots ne sont pas économiquement de valeur identique, eh bien qu'il y a un ajustement qui est fait grâce à cette variable d'équilibrage que va être la soulte, ce qu'on appelle une soulte, c'est-à-dire un dédommagement en argent versé par celui ou celle qui reçoit plus que l'autre. Donc voilà, cette donation-partage, elle a cette immense puissance de régler à la fois au sein d'un même instrumentum, comme on dit, deux négociums à la fois, le transfert anticipé et le partage définitivement réalisé. C'est-à-dire que sur cette partie-là, et c'est quand même assez splendide quand on y pense, sur cette partie-là, une fois que l'acte est signé, on a réalisé un partage exactement comme si les donateurs étaient morts. Sauf qu'on l'a fait de leur vivant, sous leur autorité et leur médiation, comme dit le Code civil. Et donc, je peux finalement, c'est un côté très riche de notre droit civil, je peux vraiment régler en faveur de mes enfants, en faveur de mes héritiers, ma succession à l'avance, non pas seulement sur le plan fiscal avec toutes les optimisations que peut me permettre d'atteindre l'anticipation, mais la régler aussi sur le plan familial avec un partage définitivement réalisé, puisque s'il est fait aujourd'hui de mon vivant avec autour de la table tous les gens qui auraient été concernés par ma succession après mon décès, eh bien c'est fait, ça n'est plus à faire, on ne va pas y revenir 20 fois, et on n'aura pas à refaire ce partage au moment de mon décès. Ce qui est fondamentalement différent d'une donation qui n'aurait que la dimension verticale, qui serait tout à fait valable au niveau du transfert de propriété que j'opérerais en faveur de tel ou tel enfant, en faveur du calendrier de la vie de chacun, du moment d'apparition des besoins respectifs de chaque enfant. Il y en a un qui a besoin d'argent, j'ai la possibilité de l'aider, je lui fais un cadeau en numéraire. Il y en a un autre qui veut construire, j'ai un terrain qui est constructible, j'ai pas besoin de le vendre, je lui donne, et ainsi de suite. Et combien de familles comme ça où
avec les meilleures intentions du monde, le ou les parents peuvent distribuer de façon éparpillée, au gré, non pas du vent, mais au gré des besoins, distribuer des valeurs à leurs enfants, peut-être d'ailleurs en prenant soin de se souvenir de ce qu'ils ont fait en faveur de l'un, en faveur de l'autre, et d'essayer de respecter peu ou prou une certaine égalité économique entre eux. Sauf que cette égalité n'est jamais juridique, puisqu'elle n'est jamais juridiquement constatée au sein de ce négocium particulier, de ce contrat particulier qu'elle partage. Même si je donne 100 à un enfant 1, et 100 2 ans plus tard à un enfant 2, 100 3 ans plus tard à un enfant 3, eh bien, je n'ai jamais constaté dans un seul et même acte auquel chacun simultanément participerait, je n'ai jamais constaté leur accord mutuel, leur accord collectif pour admettre que chacun avait eu la même valeur. Et d'ailleurs, même si c'est exactement la même valeur que j'ai donnée à chacun, à partir du moment où ça n'est pas au même moment, finalement, ça n'est pas le même avantage économique. Si je reçois 100 aujourd'hui, alors que mon frère a reçu 100 il y a 20 ans, peut-être que le pouvoir d'achat attaché à ces 100 n'était pas du tout le même il y a 20 ans, et donc l'enrichissement dont chacun de nous a profité n'est pas le même. Et ça signifie donc que quand on procède comme ceci, par donation simple, comme on dit, le partage reste à faire, et le Code civil nous dit bien que, faute d'avoir été réalisé du vivant des donateurs, ce partage se fera après leur décès, en tenant compte de ce que chacun, chacune a reçu ou n'a pas reçu, mais en observant non pas les estimations des biens donnés telles qu'elles existaient au moment de la donation, mais en observant ce que ces valeurs sont devenues entre-temps. Et donc avec peut-être, même si j'avais donné 100 dans les mains de chacun, les 100 ont pu devenir 200 chez l'un, 300 chez l'autre, et 0 chez un troisième, en fonction des emplois que ces valeurs ont pu connaître, des sommes qui ont été dépensées, des sommes qui ont été investies, des sommes qui ont été investies de telle ou telle façon et qui ont connu des fortunes diverses, créant des plus-values ou des moins-values chez les uns et chez les autres, et qui expliquent ce qu'on connaît tous, ces problématiques dites de rapport successoral. Je dois rapporter au pot successoral, c'est-à-dire je dois tenir compte dans le partage posthume qu'on fait avec tous mes co-héritiers une fois que nos parents sont décédés. Je dois tenir compte de l'enrichissement final qu'il me reste suite à la donation. Et dans un univers globalement inflationniste, eh bien, je peux être confronté à des valeurs tout à fait différentes de celles que j'avais historiquement en tête, celles qui figuraient dans l'acte de donation le jour où j'avais reçu cette donation 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans plus tôt. L'immense avantage donc de la donation partage, c'est d'éviter ces déconvenues, ces surprises, ces calculs parfois sans fin réclamant des expertises, des contre-expertises qui sont propices aux divergences de vues et donc aux conflits sur l'estimation finale des biens, avec en plus la pondération qu'il faut y apporter, considérant que si on doit retenir cette valeur finale, c'est déduction faite de la valeur ajoutée apporté par le donataire lui-même. On m'a donné un bien immobilier qui valait 100 il y a 20 ans, il vaut aujourd'hui 250, mais parce que j'ai fait des travaux dedans avec mon propre argent, ça n'a rien à voir avec le don de papa et maman. Et si je n'avais pas fait ces travaux, on ne serait pas à 100, on ne serait pas à 250 non plus, on serait peut-être entre les deux, ah oui, combien. Bon bref, on rentre dans des sujets épineux et qui expliquent que tout ça se termine souvent devant les tribunaux. La donation partage permet donc de l'éviter en disant, ben voilà, les enfants, on vous donne à chacun 100, c'est peut-être fait aujourd'hui, ou pour certains d'entre vous, ça avait été fait dans le passé en avance, et ben on le rappelle aujourd'hui, on en tient compte, et avec des valeurs sur lesquelles tout le monde s'entend aujourd'hui. Et c'est sur la base de tout ça, le passé ou le présent, qu'on règle définitivement, qu'on constate définitivement l'équilibre entre vous, et qu'on règle donc définitivement pour l'avenir le partage qui est fait au présent aujourd'hui. Ceci à condition qu'il s'agisse vraiment d'un partage. Or, il est fréquent en pratique, dans un pays où on n'a pas forcément autant de biens de valeur équivalente qu'on a d'enfants. Je veux dire, prenons cet exemple, le patrimoine moyen des Français est souvent composé en très grande partie de leur résidence principale. Par exemple, pour les Français qui sont propriétaires de leur résidence principale, en gros une grosse moitié de Français, une fois qu'on enlève ce bien-là, le reste qui peut figurer dans le patrimoine peut être
totalement accessoire en termes de valorisation. Donc si je veux faire, mettons que j'ai 2 enfants, j'ai une maison, si je veux faire une donation partage en faveur de mes 2 enfants, en nue propriété sur cette maison, en gardant l'usufruit pour moi ma vie durant, bien sûr, je vais avoir du mal à leur donner à chacun un bien différent qui soit de valeur équilibrée. Donc, très naturellement, vers quoi on va s'orienter? Vers le fait de leur donner à chacun une moitié de la maison, une moitié indivise, ou un tiers s'ils sont 3, un quart s'ils sont 4, et ainsi de suite, bien sûr. En disant que la notion de partage est entendue économiquement, non pas matériellement. On ne donne pas à chacun une petite maison ou n'importe quoi d'autre de valeur équivalente, mais on leur donne ensemble un pourcentage, une quote-part indivise du bien. Ça a été pratiqué pendant de très nombreuses années, Urbi et Orbi, je dirais, jusqu'à ce qu'intervienne un premier coup de tonnerre en mars 2013, où la Cour de cassation, saisie d'un litige sur ce sujet, où l'un des plaignants soutenait que, vu qu'on avait attribué à chacun des droits indivis, qui dit indivision dit l'inverse de la division, donc l'inverse du partage, et donc disait qu'il n'y avait pas de donation-partage, et donc que les valeurs devaient être recalculées au moment du décès. On a cru peut-être dans un premier temps qu'il s'agissait d'un arrêt d'espèce. Ça a été très vite démenti, puisque en novembre de la même année, novembre 2013, la Cour de cassation a sévi une seconde fois exactement sur le même sujet, et en termes très clairs, en disant que la donation qui ne procédait qu'à une répartition de quote-part indivise, sans attribuer matériellement des parts distinctes à chacun des intervenants, à chacun des donataires, n'était pas une donation partage, qu'elle était disqualifiée en donation simple, et elle perdait par le fait même les prérogatives de la donation partage, et notamment ce gel des valeurs dont nous parlions il y a un instant, et impliquait au contraire le fameux mécanisme de rapport successoral, et donc de réactualisation des valeurs données pour procéder au partage final. Bien. Donc, l'arrêt qui est intervenu en juillet 2025, le 2 juillet 2025, ne fait que s'inscrire dans cette mouvance et confirmer cette réalité. Qu'est-ce qu'il a de nouveau malgré tout et qui fait de lui une bombe? Eh bien, il répond à la question suivante qui restait en suspens depuis 2013, à savoir quid des opérations qu'on pourrait qualifier de mixtes, c'est-à-dire des contrats, des donations-partage dans lesquels les enfants ou certains d'entre eux reçoivent peut-être des quotes-parts indivises d'un même bien lissé entre eux, mais reçoivent aussi des biens distincts, des biens individualisés, qui sont vraiment répartis de façon exclusive et isolée chez chacun d'entre eux. Exemple, voilà, je donne ma maison individuelle, j'ai 3 enfants, j'ai ma maison ou mon appartement, bref, je leur donne un tiers individu à chacun, mais je leur donne aussi une somme d'argent, par exemple, pour être très simple, une somme d'argent de 100 à chacun, en pleine propriété, et totalement divise. C'est des sous qui sont à eux, dont ils font ce qu'ils veulent et qui peuvent investir dans leurs études, leur métier, leur propre logement ou leur budget vacances, comme ils veulent, mais bon, je leur donne ces sommes en totale autonomie. La question qui se posait, c'était la suivante. Est-ce que la disqualification fulminée contre la transmission opérée en indivision venait contaminer l'autre partie de la donation, c'est-à-dire venait aussi disqualifier les lots attribués de manière divise et les priver des prérogatives de la donation-partage, et ce que ça aboutissait à les traiter aussi comme des simples donations, quand bien même ils avaient été attribués avec l'accord et la signature de tous dans le cadre d'un acte vécu comme une donation-partage. Et ça, depuis les arrêts de 2013, la question restait en suspens, et il y avait 2 écoles et des oppositions doctrinales dans un sens et dans l'autre là-dessus. Et il faut bien voir que la Cour de cassation a adopté vraiment une position très rigoriste, peut-être même fondamentaliste, pourrait-on dire, puisque pour elle, vraiment, le partage, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que cet arrêt, qu'est-ce qu'il nous enseigne? La chose suivante, il suffit qu'il y ait une once
d'indivision dans une donation-partage, puisque, soyons bien clairs là-dessus, il n'y a aucune notion de proportion, de prépondérance ou autre qui est mise en lumière dans cette jurisprudence. Il suffit donc qu'un seul bien soit donné en indivision pour qu'à lui seul, il entraîne l'effondrement du château de cartes et la disqualification de la totalité de l'opération. Je vais être très clair en prenant un exemple peut-être extrême, mais pas caricatural. Imaginons un dirigeant d'entreprise qui donne des parts de sa société à chacun de ses enfants avant de vendre celle-ci, par exemple pour des raisons qu'on connaît, qu'on comprend, d'optimisation de la fiscalité de la cession, d'optimisation de la transmission, et qui dit je vais donner des titres à chacun de mes enfants, c'est des actions qui leur sont attribuées de manière totalement distincte, il n'y a aucune indivision entre eux, et puis j'en garde un certain nombre. On va vendre toutes ces actions au repreneur de l'entreprise qui va verser un prix global pour la valeur de la société, et le prix global ainsi recueilli va être réparti entre mes enfants et moi. Ils vont tous partir avec une certaine somme d'argent correspondant au bloc d'actions que chacun d'eux aura cédé, puis moi j'aurai une autre somme d'argent correspondant au bloc d'actions que j'avais jugé bon de conserver pour moi. Et là-dessus, aucune indivision, des actions à chacun, une somme d'argent venant les remplacer après la vente et qui revient à chacun. Sauf que, imaginons que dans cette donation-partage, pour telle ou telle raison, j'ai décidé de leur donner un bien à tous en indivision, une cave, un garage, un bout de terrain non constructible dans les montagnes, dans la région où nous vivions et nous avions nos racines, qui représente une valeur infinitésimale par rapport à la valeur du reste. Et la seule présence de cet actif individu suffit à dire qu'on n'est pas en présence d'une donation-partage. Ça signifie que, mettons que chacun ait reçu, que sais-je, 100 000, 500 000, 1 million, 5 millions d'euros grâce à la donation-partage de façon divise. Eh bien, en réalité, il ne s'agit pas de donation-partage. Et selon les emplois qu'ils pourront faire avec ces sommes plus ou moins importantes, qui pourront générer chez chacun d'eux, par effet de levier, des plus-values qui peuvent être diamétralement différentes aussi entre eux, eh bien, ils auront peut-être la mauvaise surprise de découvrir de nombreuses années après mon décès eh bien, que les valeurs n'étaient pas du tout gelées et que ceux ou celles qui se retrouveront au final, en fin de course, avec moins d'enrichissement que les autres, pourront demander des comptes à ceux-ci et leur demander de les combler de la différence. Ça veut dire que ce qui est un outil de paix familiale par la stabilité définitive des valeurs et unanimement connu, reconnu et maîtrisé, eh bien, devient par la seule présence de ce petit miasme d'indivision un outil de grande surprise, de grand désappointement au pire moment qui soit. Alors, face à ça, que dire ? Le passé, je dirais, il est là, il existe, et comment traiter toutes ces donations-partages qui peuvent exister par millions dans les archives notariales ? Faut-il aujourd'hui dire aux clients que tout est à refaire ? C'est sans doute délicat et peut-être contre-productif, peut-être créer le problème plus que le régler dans de nombreux cas. Là-dessus, c'est certain que la décision de la Cour de cassation ne va sans doute pas soulager la vie des tribunaux dans les années à venir. Au moins, ce qu'on maîtrise, c'est justement cette nouvelle attitude à adopter par rapport à l'avenir et absolument bannir la présence d'un bien individu de quelque valeur que ce soit, même micrométrique par rapport au reste des actifs transmis, bannir la valeur donc bannir la présence d'un bien individu dans une donation-partage, ou en tout cas pour être très pratico-pratique, si on envisage malgré tout, parce qu'il y a toute une série d'hypothèses où ça peut avoir du sens, on envisage de transmettre un bien en indivision à ses enfants, en plus de biens qu'on veut leur transmettre de manière divise, alors à ce moment-là, prenons bien soin de réaliser deux instrumentums différents, deux actes différents.
un acte de donation-partage qui ne sera absolument pas requalifiable, dans lequel on transmet à chacun un bien défini, distinct, réparti de façon exclusive, et un autre acte de donation à titre de partage anticipé, dans lequel on leur donnera le ou les biens donnés en indivision, mais que ceux-ci. Pourquoi on peut penser que cette pratique est plus sécurisante? Parce que le premier acte, on a bien compris, pas de souci, pas d'indivision, il est inoculé contre le problème qu'on vient de décrire. Le deuxième acte, que de l'indivision. Ça signifie quoi? Ça signifie que tout le monde est conscient du fait qu'il y a un potentiel recalcul des valeurs à faire au moment du décès. Mais si tout le monde est dans le même bateau, ça n'est pas grave. Je veux dire, si papa et maman nous ont donné à chacun un tiers de leur maison, que cette maison prenne de la valeur ou qu'elle en perde au moment de leur décès, aucun d'entre nous, les trois enfants, n'est lésé. On a tous gagné ou perdu, mais il n'y en a pas un qui s'est enrichi ou appauvri au détriment ou au bénéfice des autres. Ça permet simplement de dire voilà, que si le bien reste tel quel jusqu'au décès des donateurs, il n'y a pas réellement de risque. Oui, certes, les valeurs sont réactualisées, mais il n'y aura pas de déconvenue pour l'un ou l'autre des enfants. Si le bien est vendu en cours de vie des donateurs, ce qui impliquera le plus souvent un accord, bien sûr, unanime des donateurs, des donataires, pour procéder à la vente du bien, alors prenons soin d'informer nos clients et de l'écrire dans l'acte de donation-partage que cette vente, si elle donne lieu à une répartition du prix, devra faire l'objet d'un constat écrit de cette répartition. Prenons soin à ce moment-là de bien constater de manière officielle que cette répartition est l'acte 2 de la donation à titre de partage anticipé. Le premier acte était l'étape numéro 1. L'étape numéro 2 sera cet acte de partage du prix et qui permettra de figer définitivement le montant reçu par chacun en numéraire et d'arrêter le cours des revalorisations. Et donc de bien retrouver l'avantage du gel final des valeurs de la donation-partage. L'inconvénient, cet acte 2 supportera la fiscalité du partage, aujourd'hui 2,5% sur la valeur partagée. Mais ça sera le prix de la sécurité.